Au cœur du Moyen Âge, bien avant que les révolutions ne redessinent les frontières du pouvoir, une large majorité de la population vivait liée à la terre, parmi eux les serfs. Ni esclaves ni vraiment libres, les serfs formaient une catégorie sociale ambiguë, omniprésente mais souvent mal comprise. Leurs conditions, à la fois précaires et encadrées, reflétaient les fondations profondes de la société féodale. Être serf, ce n'était pas être esclave. En effet, l'esclave appartient à un maître, comme un objet, et peut être vendu, déplacé ou châtié sans autre justification que la volonté de son propriétaire. Le serf, lui, n'est pas une chose, il a une personnalité juridique, des droits limités, une famille, une maison et une terre. Mais il n'est pas libre non plus. Il ne peut quitter la seigneurie sans autorisation, ni transmettre son bien sans l'aval du seigneur. Il est donc attaché à une terre ou à un seigneur. Attention, ce n'est pas non plus un paysan libre. Le paysan libre peut posséder ou louer une terre, se déplacer, se marier sans autorisation et parfois même refuser certaines obligations. Le serf, en revanche, doit s'acquitter de taxes spécifiques, parfois d'un droit de main morte à sa mort, ou d'une taxe s'il veut marier sa fille hors de la seigneurie. Il est soumis à une autorité seigneuriale directe, plus pesante, plus intime et surtout héréditaire. Mais d'où vient cette condition si particulière ? Pour le comprendre, il faut remonter à l'Antiquité tardive, dans les derniers siècles de l'Empire romain. Lorsque l'Empire s'effondre, ce ne sont pas seulement des frontières militaires qui cèdent, ce sont également des structures sociales entières qui vacillent. La grande propriété romaine, exploitée par des colons, ces paysans libres, devenus semi-dépendants, amorcent déjà cette transformation. Les colons, ou en latin colonie, cultivent une terre appartenant à un grand propriétaire. En échange, ils doivent des redevances. Peu à peu, le lien se durcit. Les colons ne peuvent plus quitter la terre et le statut devient héréditaire. Le glissement vers le servage est enclenché. Au fil des siècles, cette dépendance évolue. La disparition de l'État impérial, l'insécurité généralisée, les invasions, puis la réorganisation féodale transforment la nature du lien entre l'homme et la terre. Le seigneur n'est plus seulement un propriétaire, il devient protecteur, juge et collecteur. En échange de sa protection, il exige des corvées, des impôts en nature ou en argent et surtout la fidélité. Le servage se développe ainsi comme une solution d'équilibre dans un monde instable. Il lie le paysan au seigneur, mais lui garantit aussi un minimum de sécurité dans un monde de violence. Tous les serfs ne sont pas égaux. On distingue deux grandes catégories fondamentales pour comprendre les variations du servage médiéval. Le serf de corps, d'abord, il est lui juridiquement attaché à la personne du seigneur. Il ne peut quitter la seigneurie, doit payer des taxes spécifiques et son statut est héréditaire. Même si la terre change de main, c'est lui qui, entre guillemets, suit le seigneur. En un sens, sa dépendance est personnelle. Le serf de ténure, quant à lui, est rattaché à une parcelle de terre. S'il quitte cette terre, il perd son statut, ses droits et parfois même son toit. Mais la terre est au cœur du lien. Celui qui exploite cette parcelle, selon les coutumes, est réputé serf. Ainsi, la condition servile peut dépendre du sol autant que du sang. La coutume locale joue un rôle essentiel dans cette diversité. En Champagne, en Flandre, en Saxe ou en Catalogne, les règles varient. Certaines régions voient apparaître très tôt des formes de libération, les affranchissements collectifs, les chartes de franchise ou encore les achats de liberté. Ailleurs, le servage reste rigide, parfois jusqu'au XVe siècle. Dans certains domaines royaux, des communautés entières de serfs conservent leur statut jusqu'à la Renaissance. Le servage n'est pas un système homogène, il est un maillage complexe modelé par les seigneurs, les pratiques locales et les équilibres sociaux. Il ne faut pas imaginer le serf comme une figure misérable, courbée sous le joug. Dans bien des cas, il dispose de son foyer, cultive ses terres, participe aux assemblées du village et entretient des liens forts avec ses voisins. Mais il ne peut décider librement de son sort. Son corps, ses décisions, son avenir sont limités par des droits anciens, souvent non écrits, mais redoutablement efficaces. Il vit dans un monde de contraintes, où le consentement est rarement exprimé, mais où l'ordre est rarement contesté. Le servage, dans sa lente construction, est le fruit d'une nécessité sociale. Fixer les hommes à la terre, assurer la reproduction de la richesse agricole, maintenir une hiérarchie visible et stable. Il repose sur l'idée que certains naissent pour être protégés et d'autres pour gouverner. Cette idée fondée sur la coutume
et non sur la loi écrite, imprègne tout l'imaginaire médiéval. Dans les documents de l'époque, les serfs ne sont pas nommés individuellement, mais désignés par leur statut. Homo servilis, manens, villanus, selon les langues et les périodes. Leur individualité disparaît au profit de leur fonction sociale. Ils sont une partie du patrimoine seigneurial, comme les forêts, les moulins ou bien les rivières. Mais ils sont aussi ceux qui nourrissent le pays, qui cultivent, qui élèvent et qui construisent. Leur rôle fondamental reste longtemps invisibilisé. Peu à peu, à partir du XIe siècle, avec l'essor démographique, le développement du commerce, la croissance des villes et l'apparition de nouvelles élites urbaines, le servage commence à reculer. Il devient moins rentable, moins adapté à une société en mutation. Des communautés entières rachètent leur liberté, d'autres sont affranchies par intérêt économique. Mais dans de nombreuses régions d'Europe, il perdure encore jusqu'au XVe, voire au XVIe siècle. En Europe de l'Est notamment, il connaît même un renouveau dans ce que certains historiens appellent une seconde servitude. Être serf, ce n'est pas seulement vivre sous la dépendance d'un seigneur, c'est naître et mourir dans une condition qu'on n'a pas choisie. Le lien qui unit le cerf à la terre est si profond qu'il finit par se confondre avec son corps, son nom et son destin. On n'est pas cerf par choix, mais par naissance, et sauf exception, on le restera jusqu'à sa mort. Dans la seigneurie, le domaine est une entité vivante. Il ne se limite pas aux champs, aux bois et aux moulins. Il inclut aussi les hommes et les femmes qui y travaillent. Le sol et les corps forment un tout indissociable. Le seigneur ne possède pas seulement des hectares, il exerce un droit sur ceux qui les cultivent. C'est un droit ancien, enraciné dans les coutumes, dans les chartes, mais également dans les habitudes du pouvoir. Un enfant né de serf devient serf à son tour. Il ne suffit pas de le vouloir pour échapper à ce destin. Même si l'on rêve de partir, de fuir, d'inventer une autre vie, les barrières sont nombreuses, visibles et invisibles. Quitter la seigneurie sans autorisation, c'est commettre un délit. On parle alors de fuite de main morte ou de fuite servile. Le seigneur peut traquer le fuyard et le faire ramener de force, voire le punir. Les châtiments varient selon les régions et les époques. Parfois, c'est une amende, parfois c'est une détention, des coups ou bien l'humiliation publique. Il arrive que le cerf fugitif soit marqué au fer rouge ou exposé sur la place du village. Mais dans tous les cas, l'objectif est clair, dissuader les autres, montrer que la fuite n'est pas une issue, que la terre, une fois liée à son corps, est une chaîne invisible mais indestructible. Même après la mort, le cerf reste prisonnier de cette condition. La main morte, l'un des droits seigneuriaux les plus symboliques, rappelle brutalement cette dépendance. Lorsqu'un cerf meurt, une partie, parfois la totalité de ses biens, revient au seigneur. Ce droit est censé compenser la perte d'un homme utile à l'économie du domaine. Mais en réalité, il appauvrit les familles, fragilise les veuves et bien évidemment prive les enfants d'un héritage. Le cerf n'a pas toujours le droit de transmettre librement ses biens à ses enfants. Dans certains cas, le seigneur prélève le meilleur animal, la plus belle pièce d'étoffe ou une somme d'argent. Ailleurs, c'est la maison elle-même qui devient propriété du seigneur. Et si le cerf n'a pas d'héritier direct, tout revient au domaine. La terre ne rend pas ce qu'elle a pris, elle garde, absorbe et digère. Ce lien héréditaire est au cœur du système. La servitude ne s'achète pas, ne se négocie pas, elle se reproduit. Elle s'infiltre dans le sang, dans le nom de famille et dans les registres du domaine. Un enfant né d'un père serf et d'une mère libre peut, selon les coutumes locales, hériter du statut le plus bas. Dans d'autres cas, les deux doivent être serfs pour que la condition se transmette. Mais toujours, la règle favorise la continuité de la dépendance. Le mariage n'offre pas d'échappatoire. Un serf qui veut épouser une personne d'une autre seigneurie doit payer un droit spécifique. C'est ce qu'on appelle le fort mariage. Si ce droit n'est pas payé, le mariage est interdit. Et s'il a lieu malgré tout, les conséquences peuvent être lourdes, comme la confiscation de biens, des poursuites, voire l'annulation du mariage selon la coutume. Même l'amour est donc soumis à l'autorité seigneuriale. Cette emprise se matérialise dans ce que l'on pourrait appeler, symboliquement, la roue de la terreur seigneuriale. À chaque étape de la vie, le cerf est confronté à une forme de contrôle. À la naissance, il est recensé. À la majorité, il paie des droits. Pour se marier, il demande une autorisation. Pour transmettre, il négocie. Et à sa mort,
on vient prendre ce qu'il laisse. C'est un cycle fermé, une boucle implacable. Dans certains manuscrits enluminés, on voit des cerfs penchés sur la terre, encadrés par des bâtiments seigneuriaux. Autour d'eux, les symboles du pouvoir, la main tenant la crosse, le château au sommet de la colline, le registre posé sur une table. Tout rappelle l'ordre établi. Le cerf n'est pas enchaîné physiquement, mais les chaînes sont là, dans les usages, dans les traditions et dans la peur de sortir du cadre. La religion renforce parfois cette structure. Le clergé enseigne que chacun a une place voulue par Dieu. Le Seigneur gouverne, le moine prie et le cerf travaille. C'est l'ordre naturel du monde. Vouloir en sortir, c'est désobéir non seulement aux hommes, mais au Créateur lui-même. Cette idée pénètre les consciences. Elle donne au servage une légitimité morale, une illusion d'évidence. Et pourtant, des voix s'élèvent. Certaines communautés tentent de négocier. Des cerfs se regroupent pour racheter leur liberté. D'autres fuient vers les villes, profitant des fragilités du système pour se dissimuler et pour se faire oublier. Dans les chartes de certaines communes, on lit cette phrase célèbre « L'air de la ville rend libre ». Après 1 an et 1 jour passés en ville, sans être réclamé, un cerf peut parfois obtenir sa liberté. Mais c'est un pari risqué. Tout le monde n'a pas la force ni la chance de fuir le domaine. Pour la majorité, la servitude est donc une réalité quotidienne, une réalité transmise, répétée et, il faut bien le dire, acceptée faute de mieux. C'est un monde clos où la terre n'est pas un espoir mais une prison sans mur mais avec des limites bien connues. Il n'y avait pas besoin de coups ni de chaînes pour rappeler au cerf qu'il n'était pas libre. Chaque journée le lui rappelait, chaque geste, chaque saison. L'humiliation n'était pas toujours spectaculaire. Elle était silencieuse, quotidienne, incrustée dans le rythme de la vie paysanne. Elle prenait la forme de corvées, de taxes, de droits absurdes ou bien de regards baissés. Elle façonnait l'existence autant que la terre. Le servage, ce n'est pas seulement une dépendance juridique, c'est un fardeau d'obligation qu'il faut porter sans se plaindre. Chaque semaine, le cerf devait accomplir des corvées pour le seigneur, comme par exemple réparer les routes, couper le bois, entretenir les fossés ou bien labourer les terres seigneuriales avant les siennes, et ce, sans rémunération. Le temps qu'il ne passe pas à nourrir sa famille, il le consacre à enrichir son maître. Et malheur à celui qui refuse ou néglige ses tâches, avec à la clé des amendes, des sanctions, voire des punitions collectives. À cela s'ajoutent les banalités, ces droits absurdes qui obligeaient le cerf à utiliser exclusivement les installations du seigneur, comme par exemple le four, le moulin ou bien le pressoir, moyennant paiement. Même pour faire cuire son pain ou moudre son blé, il fallait payer. Utiliser un autre moulin que celui du domaine, eh bien c'était totalement interdit. Si le moulin était en panne, si le pain brûlait, il fallait passer par le seigneur et le payer pour cela. Les taxes étaient multiples, parfois écrasantes. Une taxe pour se marier, une autre pour hériter ou bien partir, une pour les fêtes, une pour la guerre, et enfin une dernière pour l'église. À certaines périodes, les serfs pouvaient être appelés à verser la taille, un impôt arbitraire prélevé sans régularité selon les besoins du seigneur. Rien n'était vraiment prévu, tout pouvait tomber à tout moment, et lorsque les récoltes manquaient, les taxes, elles, ne disparaissaient pas. L'hiver était une saison redoutable. Quand les greniers étaient vides, que les réserves s'amenuisaient, il ne restait plus que les écorces d'arbres, les racines et parfois les cadavres de bêtes mortes de froid. Les enfants pleuraient, les vieillards mouraient sans bruit, et pourtant, même dans ces moments, le Seigneur réclamait ses droits. Le droit de vivre, lui, ne se négociait pas. Parmi tous les éléments de soumission, certains relevaient du fantasme historique. C'est le cas du fameux droit de cuissage, souvent présenté comme le droit du seigneur de coucher avec la jeune mariée la nuit de ses noces. Mais la réalité est plus nuancée. Aucun texte juridique médiéval ne formalise un tel droit comme étant officiel ou légal. En revanche, certaines pratiques symboliques humiliantes ont bien existé. Le seigneur pouvait par exemple exiger un tribut, une forme d'hommage ou de taxe particulière au moment du mariage. Certains rituels faisaient allusion à une autorité sur la sexualité des serfs, mais il s'agissait plus souvent d'un pouvoir moral que d'un acte physique répété. L'image du seigneur s'introduisant dans la couche nuptiale relève davantage du mythe, un mythe révélateur toutefois de la perception populaire du pouvoir. L'interdiction de se marier sans l'autorisation du seigneur, elle, est bien réelle.
Comme on l'a vu, le serf qui voulait unir sa vie à une femme d'un autre domaine devait obtenir l'aval du maître et souvent payer pour cela. C'est le fameux fort mariage, taxe redoutée qui limitait les unions et favorisait l'endogamie. Elle permettait aux seigneurs de contrôler la circulation des hommes, des terres et de la force du travail. Même l'amour, même le foyer étaient sous surveillance. Il arrivait que certains serfs cherchent à sortir de leurs conditions. L'affranchissement était possible, mais rare. Il fallait en faire la demande, parfois en échange d'une somme colossale. Et même lorsque le seigneur acceptait, l'affaire n'était pas toujours close. Dans certains cas, comme celui rapporté dans un registre bourguignon du XIVe siècle, un homme affranchi dut acheter une deuxième fois sa liberté. Le document original avait été égaré. Le nouveau seigneur ne reconnaissait pas l'acte et l'homme déjà ruiné fut contraint de réunir à nouveau une somme pour racheter sa propre libération. L'humiliation suprême, devoir prouver 2 fois qu'on ne vous possède plus. Cette dépendance financière et morale pèse lourdement sur les familles. Lorsqu'un serf meurt en laissant des dettes ou des droits impayés, ce sont ses enfants qui en héritent. Et parfois, faute de ressources, ils sont eux aussi contraints de travailler plus longtemps sur les terres seigneuriales, retardant leur propre vie, leurs projets et leur mariage. Le cycle continue, la dette devient héréditaire comme le statut. Tout cela se fait dans un silence imposé. Il n'y a pas de syndicat, pas de pétition, pas de droit de grève. Les révoltes paysannes, quand elles éclatent, sont violemment réprimées. On brûle les villages et on pend les meneurs. Les chroniques officielles les traitent de rustres, de séditieux, sans jamais questionner leurs souffrances. On ne les entend pas, il faut dire qu'ils ne tiennent pas la plume. Et pourtant, ils survivent, ils inventent des ruses, ils partagent les charges, contournent les banalités et cachent souvent un peu de grain dans une jarre enterrée. Ils chantent en travaillant, rient parfois malgré tout, ils éduquent leurs enfants à la prudence, à la débrouille, à l'obéissance aussi. Car dans ce monde, le moindre écart peut coûter cher, il ne suffit pas de rêver de liberté, il faut survivre chaque jour. La terre tient les serfs par la nécessité. Le Seigneur, lui, les tient par la peur. Car derrière les droits, les taxes, les corvées, il y a une menace constante, muette, mais bien réelle, celle de la punition. Au Moyen-Âge, le pouvoir du Seigneur ne se limite pas aux récoltes ou au mariage, il s'exerce aussi sur les corps. Et quand l'ordre féodal est remis en question, c'est le châtiment qui parle. Le Seigneur est juge sur son domaine. Il peut instruire, juger et faire exécuter la sentence. On parle de justice seigneuriale. Elle peut être basse, moyenne ou haute, selon les droits reconnus à chaque seigneur. La haute justice donne droit de vie et de mort. Tous les seigneurs ne l'ont pas, mais beaucoup la convoitent. Pour des délits mineurs, comme par exemple le manquement à une corvée, une injure, une désobéissance, les peines sont souvent humiliantes. Le serf peut être contraint de rester debout toute une journée, les bras levés, sur la place du village. Il peut être enfermé dans un cachot, privé de nourriture ou astreint à une double corvée. Mais d'autres sanctions sont bien plus violentes. Le pilori, en bois ou en pierre, trône souvent près de l'église ou du marché. Le fautif y est attaché par le cou ou les poignets, exposé au regard des autres. On l'insulte, on lui jette des ordures et parfois même des pierres, dans une mise en scène publique de sa faute. L'objectif n'est pas seulement de punir, il faut briser l'homme, faire un exemple et maintenir l'ordre par le spectacle. Dans certains cas, les châtiments vont jusqu'à la mutilation. Couper une main pour un vol, une oreille pour une insulte, ou bien marquer au fer rouge ceux qui ont fui la seigneurie. Ces peines corporelles sont légales, acceptées, parfois même exigées par les chartes. Le serf, déjà soumis par sa condition, peut l'être aussi par ses cicatrices. Mais parfois la violence dépasse l'individu. Lorsqu'un village entier se révolte, lorsqu'un groupe de serfs refuse les corvées ou cache une partie des récoltes, la punition devient collective. Les seigneurs mobilisent alors leurs hommes, entrent dans les maisons et brûlent les greniers. Les meneurs sont pendus, les autres battus ou rançonnés. Dans certains cas, on impose une taxe exceptionnelle à tout le village pour couvrir, je cite, les frais de rébellion. Ces représailles ne sont pas des débordements isolés, elles sont structurées, prévues et intégrées dans les rouages du pouvoir. La violence seigneuriale est une pédagogie brutale, elle enseigne l'obéissance par la terreur, l'ordre par la douleur. Elle fait tout simplement partie du système. La justice médiévale repose sur des valeurs différentes de celles d'aujourd'hui. La preuve écrite est rare, le témoignage vaut peu, et on se fie bien souvent à la réputation, à la rumeur ou à la parole du Seigneur.
Dans les cas litigieux, on peut même recourir à l'épreuve, une forme de jugement de Dieu, comme par exemple porter une barre de fer chauffée à blanc, plonger la main dans l'eau bouillante ou bien combattre en duel. Le duel est réservé aux hommes libres, l'épreuve aux cas exceptionnels, et le cerf, lui, est jugé plus vite, avec moins de formalités. Parfois, les abus sont dénoncés. Les chartes urbaines ou ecclésiastiques mentionnent des excès de violence. Des clercs s'émeuvent, des évêques interviennent, mais dans la majorité des cas, ces gestes sont ignorés. Le Seigneur agit dans son bon droit, et s'il dépasse ses prérogatives, qui viendra le rappeler à l'ordre? La peur est donc un outil, pas une conséquence, mais une condition de la stabilité. Le cerf travaille parce qu'il a faim, mais aussi parce qu'il craint le bâton. Il obéit parce qu'il sait que désobéir peut coûter une main, une oreille ou bien la vie. Même le silence est surveillé. Une parole mal placée peut être interprétée comme un affront ou une menace. Et comme le Seigneur est aussi juge, il n'y a pas d'appel. Pourtant, la violence n'est pas permanente. Elle plane comme une ombre. Elle s'abat de temps à autre quand l'ordre est menacé, quand le pouvoir veut se rappeler au bon souvenir des siens. Le reste du temps, elle est implicite, sous-entendue, toujours prête à surgir. Dans les villages, chacun connaît les histoires. On se les raconte le soir, on les murmure aux enfants. Le cerf marqué pour avoir parlé trop fort, la jeune fille fouettée pour avoir refusé une corvée, ou bien le vieil homme battu pour avoir caché du grain. Ces récits sont des balises, elles tracent les limites et disent ce qu'il ne faut pas faire. Le servage semble, à première vue, une forteresse sans issue. Un cercle fermé, transmis de père en fils, renforcé par la loi, la coutume et la peur. Pourtant, au fil des siècles, des failles apparaissent, petites au départ, presque invisibles, puis plus nombreuses et plus franches. Comme on l'a vu dans certaines seigneuries, des possibilités de rachat existent. Un cerf peut offrir une somme d'argent pour acheter sa liberté ou celle de ses enfants. Ce n'est pas un droit automatique, mais une faveur négociée, parfois chèrement. Le prix varie selon la richesse du domaine, le pouvoir du seigneur ou même l'humeur du moment. Certains vendent une partie de leur récolte, d'autres contractent des dettes ou sollicitent l'aide d'un parent libre. Ce rachat, appelé affranchissement, n'efface pas toujours les cicatrices, mais il ouvre une autre voie. Comme on l'a déjà évoqué, l'autre échappatoire, plus risquée, plus incertaine, c'est la fuite. Depuis le XIe siècle, les villes grandissent, des villes franches émergent, hors du contrôle direct des seigneurs. Elles attirent les artisans, les commerçants et bien évidemment les fugitifs. Un cerf qui parvient à s'y échapper, à y rester 1 an et 1 jour sans être réclamé, peut dans certaines régions être considéré comme libre. Mais partir, c'est risquer la capture, l'arrestation et la punition. Il faut dans ce cas de l'aide, de la ruse ou du silence. Certains partent de nuit, la besace vide, l'enfant dans les bras. D'autres se cachent dans les convois ou bien dans les forêts. Tous n'y arrivent pas, mais ceux qui réussissent peuvent changer de nom, apprendre un métier et se reconstruire. Parfois, ce sont les mariages qui ouvrent une brèche. Une femme serve peut épouser un homme libre, et selon la coutume locale, ses enfants naîtront libres. L'inverse est plus rare, plus risqué, mais dans les marges du système, à la frontière des juridictions, des unions transgressent les règles. Ce sont des gestes minuscules, presque invisibles, mais qui fragilisent l'ordre établi. Dans les campagnes, l'idée même de servage commence à vaciller. L'essor du commerce, l'arrivée de la monnaie, les crises démographiques créent de nouvelles dynamiques. Les seigneurs vendent parfois leurs droits ou les remplacent par des redevances monétaires. Le travail se contractualise, le lien héréditaire se relâche. Le cerf devient ainsi tenancier, parfois même métayer, puis homme libre. Mais ces transmissions ne sont pas pacifiques. Au XIVe siècle, la misère, la guerre, les famines nourrissent la colère. Des révoltes paysannes éclatent, brutales et désespérées. En France, c'est la jacquerie de 1358 où les paysans prennent les armes, brûlent les châteaux et massacrent les nobles. En Angleterre, en 1381, les serfs du Kent et de l'Essex marchent sur Londres, menés par Wat Tyler. Ils exigent la fin du servage. Et le roi promet, puis trahit. La répression est alors féroce, mais quelque chose a changé. Ces soulèvements ne détruisent pas le système, mais ils fissurent son apparente légitimité. Le servage n'est plus intangible. Il devient un sujet de débat, de transaction et de renoncement. Dans certaines provinces, des seigneurs renoncent à leurs droits serviles contre paiement. D'ailleurs, les communautés villageoises achètent collectivement leur liberté. Le servage s'éteint non pas par décret, mais par transformation lente.
À la fin du Moyen Âge, dans de nombreuses régions d'Europe occidentale, la condition servile a presque disparu. Pas partout. Dans certaines zones reculées, elle survit encore. Et comme on l'a vu dans l'Est de l'Europe, elle renaît sous une forme plus rigide que certains historiens appelleront seconde servitude. Mais dans les anciens domaines féodaux d'Occident, une autre société se dessine. À travers les rachats, les fuites, les mariages ou bien les révoltes, c'est une nouvelle idée qui germe lentement, celle que l'homme n'est pas une possession, que l'ordre du monde peut changer, que la liberté n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit que l'on peut revendiquer. On pense souvent que le servage appartient à un passé lointain, médiéval, presque oublié. Et pourtant, ces chaînes brisées depuis longtemps ont laissé des marques invisibles, bien plus profondes qu'on ne l'imagine. Car même parfois aboli, le servage a continué à hanter les corps, les esprits, les villages et les mémoires. En France, le servage n'a pas été aboli au Moyen-Âge, mais bien plus tard. Dans certaines régions, comme la Franche-Comté, l'Alsace ou le Jura, des serfs existaient encore au XVIIIe siècle. Un édit de Louis XVI en 1779 tente de limiter la main morte, sans pour autant supprimer le servage lui-même. Il faudra attendre la Révolution française et l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789 pour qu'ils disparaissent officiellement. Mais sur le terrain, l'application est lente et dans certains cas, les anciens seigneurs continuent d'exiger des redevances au nom d'anciens droits. Le poids du servage ne s'efface pas avec une signature. Il a modelé des générations entières, il a ancré dans les gestes, les mentalités et les structures sociales une forme de hiérarchie silencieuse. Pendant des siècles, des familles entières ont grandi dans l'idée qu'elles n'avaient pas de pouvoir sur leur propre vie, que leur place était fixée, héréditaire, que l'obéissance était une vertu et que le travail était une dette. Ce que le servage a transmis, au-delà de ses lois, c'est une culture de la soumission, un monde où l'on ne proteste pas, où l'on travaille sans rien dire, où l'on accepte ce que l'on reçoit, même si c'est injuste. Cette résignation n'est pas naturelle, elle est héritée, intégrée et apprise. Et parfois encore aujourd'hui, on en devine les traces. Dans certains villages, des noms de famille rappellent l'origine servile. Des terres portent encore des appellations liées aux tenures, aux corvées et aux droits de four. Des dictons populaires gardent en mémoire cette époque où tout appartenait au seigneur. Et dans les archives, on retrouve encore, noir sur parchemin, si l'on peut dire, les actes de main morte, les amendes de fort mariage et les sentences des cours seigneuriales. Mais au-delà de l'histoire, il y a la symbolique. Le servage n'est pas si éloigné de certaines formes modernes de servitude. L'exploitation par la dette, le travail forcé, les rapports de domination fondés sur la naissance ou l'origine sociale continuent d'exister. Ils ne portent plus le nom de servage, mais ils en partagent l'essence, celle d'un homme contraint économiquement, socialement et même psychologiquement à servir les intérêts d'un autre. Dans certains pays, encore aujourd'hui, des populations vivent dans des systèmes de dépendance extrême, endettées à vie, sans possibilité de fuir, sans reconnaissance de leurs droits. Dans les campagnes reculées, dans les usines clandestines, dans les circuits invisibles de l'économie globale, la servitude prend de nouveaux visages, plus discrets mais tout aussi réels. Et même dans nos sociétés modernes, démocratiques, un autre héritage persiste, la valeur absolue du travail comme seule mesure d'existence. En fait, l'idée que l'homme n'a de valeur que s'il produit, que la richesse justifie le pouvoir, que l'obéissance est plus souhaitable que la liberté. En fait, ce ne sont plus les seigneurs qui possèdent les terres, mais ce sont parfois les mêmes dynamiques qui se rejouent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.